Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. Donc on est très très heureux d'accueillir Marie Cosnay, auteur qu'on connaissait déjà, mais qui, pour nous en tout cas, prend une ampleur assez incroyable avec ce livre donc, qui est sorti là. Et d'accueillir également les éditions de l'Ogre sur ce livre. Donc en fait, je vais juste vous dire en quelques mots, moi j'ai découvert Marie Cosnay relativement récemment, il faut être honnête, je connaissais le nom, mais comme toujours, on est toujours sollicité avec tellement de choses à lire, ce qui est quand même une partie du bonheur de la vie. Et donc moi j'ai découvert à travers deux textes relativement récents en fait, l'un qui est À notre humanité, donc chez Quidam, parce que Quidam est également un éditeur qu'on a découvert il y a seulement 3 ans et on a été assez emballé par son catalogue et puis on a commencé à découvrir tout ce qu'il y avait dedans et en lisant Notre Humanité, je me suis dit waouh, c'est très impressionnant, donc une réécriture romanesque et documentaire de la commune de Paris et du poids qu'elle a en dit et en non-dit en fait sur notre imaginaire politique contemporain avec beaucoup de non-dits, avec beaucoup de tentatives d'effacement de la commune, donc c'est absolument passionnant. Et un autre texte très curieux qui s'appelle « Ces nuits sont à toi, Alexis ». Je le présente comme ça parce que c'est une e-carte de Effraction, qui est un éditeur qui fait également de l'édition papier, mais qui fait principalement de la carte numérique. Et qu'on a décidé dans cette librairie en fait, de tenter l'expérience, parce qu'on dit souvent librairie et numérique, ça ne va pas ensemble. Et en fait, on pense que c'est possible moyennant certains aménagements, et Effraction le fait. Et ce texte est un journal de voyage d'écrivains, donc fait à 4 mains, Marie Cosnay et Myrto Gondicas, qui raconte un séjour en fait en Grèce il y a 1 an à peu près, enfin 1 an et demi, très impressionnant par ces bribes de réel en fait qui sont projetées par moments un peu disparates, avec au fond une profonde unité politique, même si c'est fait assez discrètement. Et donc ensuite c'est Benoît Leroux qui est par là, qui je crois à peu près au moment où on a fait une soirée avec Fabien Clouette, donc en janvier dernier dans cette même librairie, me glisse à l'oreille subrepticement, tu sais, on va sortir un texte prochainement de Marie Cosnay, je crois que c'est vraiment un texte pour vous Caribe, ça devrait vous plaire. J'ai dit bon, si tu le dis, pourquoi pas. Et en effet, dès que j'ai eu le texte dans les mains, moi j'ai été complètement stupéfié, quoi. Vraiment il n'y a pas tellement d'autres mots. Alors, comment décrire un texte comme ça sans en déflorer complètement le charme et le mystère, sachant qu'on va en parler quand même pendant quelques dizaines de minutes tout à l'heure. Donc, c'est important de ne pas déflorer quand même tout ce qu'il y a dedans, parce que c'est une enquête policière. Alors, c'est une enquête policière qui joue avec des allures de thriller d'espionnage aussi, mais qui est aussi une tragédie shakespearienne, qui est démontée et remontée intégralement à partir du Roi Lear. Alors, le Roi Lear, c'est une interrogation qu'on peut avoir. Est-ce qu'il faut avoir parfaitement en tête le Roi Lear pour lire Cordelia Laguerre ? Non, absolument pas. Donc quand je l'ai lu, c'était avec mes vieux souvenirs du Roi Lear, et j'ai relu le Roi Lear après par acquis de conscience, pour me dire est-ce qu'il y a des trucs que j'ai complètement ratés. Et en fait, non, pas trop. Enfin, je pense que les souvenirs du Roi Lear suffisent. Et quand bien même on les a pas, c'est pas grave, parce que tout est expliqué. Le livre est autonome. Mais simplement pour vous rappeler en 2 mots l'histoire du Roi Lear, c'est une histoire de roi vieillissant qui prend cette lubie très généreuse, très belle, mais de partager en fait son royaume, ses richesses, son pouvoir, tout entre ses 3 filles. À condition qu'elle lui dise à quel point elle l'aime. Et puis il y a 2 des filles qui disent « Mais bien sûr papa, on t'adore, t'es le plus beau, t'es gigantesque ». Puis la 3e qui lui dit « Oui, je t'aime bien entendu, je t'adore, mais je préfère mon futur époux là, avec qui je vais me marier dans quelques jours ». Et là, il est vexé à mort, le Roi Lear, et puis tac, il la déshérite, et puis il file tout aux 2 filles qui se révèlent. On sent, dès le départ de Shakespeare, même si c'est un maître de suspense, on sent que ça va mal se passer. Effectivement, elles sont d'une ingratitude absolument phénoménale. Et ils se retrouvent en gros à la rue. Et derrière des péripéties s'en suivent que là je ne vais pas vous raconter si vous ne connaissez pas le Roi Lear, parce qu'on rentre dans le vif aussi du sujet du roman. Ensuite, c'est à partir de ces éléments-là, c'est aussi une fable politique contemporaine énorme, Cordelia Laguerre, sur la guerre civile, les mouvements de population. Et ça a été écrit avant qu'on ait tous les jours réfugiés dans tous les journaux en gros titres. Et puis enfin, et c'est pas du tout le moins important, il y a une alchimie poétique de l'écriture, dont j'espère on pourra parler tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment une écriture très très spéciale, très très forte en fait, qui est mise en œuvre en fait pour traiter ce but poétique, politique et tragique, enfin dramatique. Et donc voilà, je ne veux pas en raconter beaucoup plus parce qu'il y a plein de bribes qui vont apparaître dans la discussion, et donc j'aurais bien proposé qu'on aille directement sur un premier extrait, si ça vous convient. La femme soldat a laissé l'armée sous les tentes montées en vitesse. La jupe blanche est froissée et tachée de café. Le corsage est déchiré.
la peau bronzée après des jours d'errance dans les bois. La voix a changé. Elle a quelque chose de trivial. La femme soldat tient sa jupe de la main gauche. A changé les ballerines contre des godillots dans lesquels ses pieds puent. C'est son père qu'elle cherche. Elle se moque de ceux qui l'ont rejointe, et elle se moque de l'armée dont elle dispose, et elle se moque des débris d'un colonel qu'ils ont fait venir à la rescousse après 1000 débats et quelques signatures, et elle se moque de la guerre qu'elle va mener. C'est son père qu'elle cherche. Elle avance dans les bois touffus, écarte les ronciers, se griffe aux épaules, s'écorche les mains, parcourt des kilomètres, et si on suit ce sentier sur la gauche, un bruissement de taffetas ou quelque chose de plus doux, un écureuil, elle est suivie par un des soldats, à qui elle ne répond pas quand il l'appelle à la raison. L'autre sentier en face n'en est plus tant il est encombré de fougères. Des voix assourdies et elle approche. Elle lève haut le genou et la robe plus haut. C'est ce vieux Gluck qu'elle reconnaît, auprès de lui Edgar, fils légitime, pauvre air jadis prince. C'est pour eux qu'elle mène le combat, ça lui revient soudain. Quand l'homme qui la suit, qu'on a mis sur ses pas, lui dit que la bataille sera sanglante et qu'il faut faire demi-tour, elle se montre lasse. L'aveugle maugré qu'il veut mourir et l'autre, le fils, chante. Elle est cachée derrière l'aulne, s'éloigne suivant l'ancien filet d'eau sur les cailloux d'argent. C'est son père qu'elle cherche. On lui a dit qu'elle ne le reconnaîtrait pas, le vieux fou. Il est plus malade que son vieil ami Gloucester et est mieux caché, c'est vrai, dans le cœur des bois. Cordelia, puisque c'est elle, l'homme sur les talons, petit, bouc noir au menton, uniforme déchiré, les pieds mouillés, écorchés, si bien que chaque pas est une souffrance, la flatte maintenant, veut la convaincre de faire demi-tour. Ce n'est pas ainsi qu'on gagne une bataille. C'est son père qu'elle cherche. Elle avance et le soleil descend. Un campement de miséreux, certains crachent à ses pieds, elle s'en fiche. Falstaff 1 se présente, la regarde pas conscient de regarder une reine, ou alors c'est un roi qu'il regarde. Derrière les bois et les soldats et l'armée sur le chemin d'une guerre juste, il y a un vieil homme, un père qu'elle cherche. Derrière ce vieil homme et père, quelque chose encore qu'elle ne voit pas et que voient les hommes des bois assurément, qui sont en haillons, n'ont pas mangé à leur faim depuis longtemps. Même les poubelles dans la ville haute, dit-on, même les poubelles dans la ville haute sont vides, et depuis le couvre-feu c'est pire. Le soldat au bouc noir se tient sur ses gardes. Un homme crache au pied de Cordelia, un autre, pour eux que, elle est perdue, Cordelia qui cherche son père. La bâche qui sert d'abri frissonne. Calmement en sort une femme qui, calmement, s'installe derrière la cohorte des nu-pieds. Les bois sont immenses, elle les connaît comme sa poche, elle les a arpentés, petite fille. On est de l'autre côté de la frontière, toujours pas de vieux lyres. Il se met à pleuvoir ce 6 septembre, la date et l'heure, 20h, sur le téléphone portable presque déchargé. Elle s'installe dans une grotte, quelqu'un est passé par là, des lanières de viande séchée pendent aux parois. Entre l'odeur de la chair séchée de cheval et l'odeur des pieds de Cordelia, nous voilà bien. Entre les bois de l'enfance de Cordelia, immense parc, et ce qui se présente comme jungle de guerre, nous voilà. C'est mon père que je cherche. Puis Cordelia s'endort. Elle fait des rêves flous, des armées va en guerre, des colonels en retraite devenant nu-pieds et bourriffés et bouffant, ce qui dépasse des immenses containers aux limites de la ville haute et que l'eau de Javel a épargné. En tête des nu-pieds est une jeune femme qui annonce la couleur, qui, comme les siens, crache par terre. Je vais juste faire une toute petite incise parce que pour situer, moi, et je ne vais pas me reporter en fait volontairement à l'intrigue dans ses ramifications de Cordelia la guerre, mais le resituer simplement dans le contexte du roi Lear. Voilà, il faut rappeler que Cordelia, une fois qu'elle a réalisé que son père en fait s'est fait intégralement dépouiller donc, par ses deux sœurs ingrates et qu'il est effectivement traité comme un va-nu-pied qui a perdu tout son pouvoir. Il y a donc ces deux sœurs et le reste de la cour d'Angleterre à l'époque, et donc là de cet univers dont on va plus parler tout à l'heure, qui détiennent le pouvoir, l'argent, les moyens d'avoir des troupes éventuellement. Et Cordelia, historiquement, chez Shakespeare, revient en fait donc pour récupérer son père, le sauver, le réhabiliter, avec les troupes de son mari qui est le roi de France quand même. Ce qui aide quand même à avoir des troupes à l'époque. Et donc là, ça va être fait d'une façon différente, et c'est pour que vous puissiez situer quand même ce passage dans cette para-intrigue. Moi j'avais une première question, parce que c'est la première que je me suis posée au bout de 30 pages, et il faut être honnête, il m'a fallu 30 pages pour que les éléments commencent à se mettre en place. Les premières 30 pages, c'est
c'est une expérience assez, moi je trouve exceptionnelle, c'est que c'est vraiment difficile de savoir exactement de ce dont on parle. Et ça c'est beau quoi, en littérature, j'aime beaucoup. Donc comment est née cette envie en fait de mixer très étroitement le drame shakespearien et le roman policier contemporain, parce que c'est pas quelque chose de nécessairement très habituel. Comment c'est venu Le roi Lear parce que il m'accompagnait, puis cette histoire de vieux roi finissant comme on disait, qui va et que chacun a raison dans l'histoire, et que même si à part les deux sœurs évidemment qui vont le dépouiller, mais que chacun est attachant en fait dans l'histoire, mais que tout le monde se plante terriblement. Voilà, c'est pas parce qu'on a raison qu'on se plante pas en fait. Donc voilà, il y avait cette question tragique au cœur qui me... Voilà, pour plein de raisons, je l'aime, le roi Lear, depuis très très longtemps. Après, sans doute que suivre la trame acte par acte, etc., c'était quelque chose qui me faisait envie. Un peu comme l'expérience de la traduction, aller tranquillement dans une œuvre et pas la refaire, mais la retenter d'une autre manière. Ça me faisait envie aussi. Dire pourquoi, je ne sais pas, à part comparer avec ce que c'est que la traduction, courir après une œuvre en fait plutôt. Courir après ou derrière ou à côté, voilà, ça j'avais envie. Et puis après, l'enquête contemporaine aussi, c'était une question comme un défi un peu, parce que je ne sais pas écrire de romans policiers, je ne sais pas le faire. J'ai pas de... les outils, quoi. Je ne sentais pas les outils, et pourtant j'adore ça. Et j'avais envie de le faire quand même. Voilà, donc tout ça, voilà. Tout ça mis ensemble. Moi, je trouvais que c'était très fort d'arriver effectivement à faire une entrée en matière qui est très vite, on les sent, et après on viendra sur la question de l'écriture, mais on les sent qu'on est déjà dans des codes du roman policier, du thriller, c'est de l'enquête. Il y a une voiture qui porte des traces de balles, qui a à moitié brûlé. Il y a des enquêteurs, comme on en connaît des centaines dans la littérature, qui sont là, qui se demandent ce qui se passe. Et puis ça bascule parce que justement on arrive dans cet univers qui a été transfiguré, et où les éléments du roi Lear commencent à nous sauter à la figure les uns après les autres. Peut-être ça bascule aussi parce que ces enquêteurs, en l'occurrence, qui portent les traits des enquêteurs qu'on connaît, à savoir qu'ils sont dépressifs, ils ont un peu, c'est vrai, ils sont dépressifs, et bien ils sont plus dépressifs que dépressifs, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ça va même les empêcher de continuer le travail en fait, à part exception, à part Zelda, c'est une exception. Mais à part voilà. Mais sinon, ils vont tellement porter les traits des enquêteurs traditionnels qu'il n'y a plus d'enquête possible, presque. Hein, c'est ça. Et après, il y avait un autre truc, un enjeu pour moi ou un plaisir, je sais pas. C'était le moment où les deux histoires allaient se rencontrer. Et c'est pas si évident en fait de trouver le moment précis. Et je regardais dans le train pour me dire, est-ce qu'il y a un moment précis où en fait ils se rencontrent, mais en fait il y a plutôt des éléments des deux intrigues qui se rencontrent. Les éléments entre eux, oui, une intrigue et de l'autre, qui vont s'échanger. Mais il y a une scène où il y a un personnage au prénom double en fait. Puis qui se fait Tom, mais le faux Tom de Bedlam, et puis le vrai Tom dans l'histoire actuelle ou contemporaine, qui se rencontrent, qui sont face à face dans la forêt en fait, à un moment. Et c'est à ce moment que les deux intrigues se rencontrent. Et je le dis parce que j'ai regardé un train juste avant, c'est à la page 95, donc c'est assez tard quand même. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout justement dans chose qui arrive parfois, dans un choc frontal de genre. C'est-à-dire qu'on a pris des genres littéraires et on les fait se télescoper, mais de façon brutale. Alors, en fait, je trouvais que c'était fait de façon extrêmement subtile. C'est qu'il y a effectivement imprégnation de l'un par l'autre, en fait, au bout de 100 pages, puis ensuite ça se développe, ça prend de l'ampleur. Et qu'il y a... c'est intéressant que vous disiez qu'en fait, vous n'écrivez pas de romans policiers, ça ne fait pas partie de votre palette avouée de compétences. Et pourtant, je trouve que l'utilisation des codes est parfaitement faite, parce que justement, tout tombe exactement au bon moment. Et on sait bien qu'on n'est pas en train de lire un roman policier,
Mais pourtant, tout est là. Enfin, il y a bien une enquête, il y a tous les éléments. Il y a effectivement ces policiers qui, comme dans les plus extrêmes et ceux qui sont très bien écrits, parce qu'il y en a quand même des polars scandinaves notamment, mais qui sont dépressifs, hypochondriaques, qui sont toujours un peu au bord du suicide, enfin, ou de la disparition pure et simple. Et ces personnages sont là. Enfin, et on s'y attache, alors même qu'on les a à l'état de trace au début, parce que enfin, justement, il y a le foisonnement aussi du Roi Lear qui opère assez rapidement, quoi. Donc, alors, moi, ça m'a amené un peu à ma deuxième question. En fait, c'est cette transfiguration du mythe. En fait, il y a eu certains choix à faire, parce que j'imagine qu'il y a une partie qui est venue justement seule en suivant le texte, en fait, et de la rencontre avec le texte. Mais il y a aussi des choix de prendre plutôt des hommes d'affaires que des dirigeants politiques à la place des nobles et de la noblesse de la cour, en fait, du Roi Lear. D'utiliser plutôt un chaos économique avec des ramifications politiques et insurrectionnelles plutôt qu'un affrontement classique entre États-nations. Donc il y a quand même des éléments historiques et politiques et de contexte culturel assez forts qui apparaissent d'emblée, qui jouent d'ailleurs un peu sur l'étrangeté du texte au début, parce qu'il y a une mécanique qui n'est pas familière, et en même temps des masses d'éléments familiers dans le décor. Donc comment voilà, cette transfiguration, et quels sont les choix qu'il a fallu faire, est-ce qui est venu un peu naturellement? Oui, parce que c'est. Je crois qu'il y a un moment à la fin, c'est pas au début, à un moment donné, au milieu du texte, où un des commissaires est submergé par le bruit on imagine qu'il écoute la radio ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas une radio, mais on imagine qu'il entend en tout cas la rumeur du monde, enfin que fait le monde autour, et que ça devient insupportable, et il va éteindre ça et le jeter, ou je sais pas, s'en débarrasser. Et bon, alors ces choix, tous ceux dont vous parliez là, ils sont évidemment, ils arrivent d'emblée du fait de ce que on vit dans le monde dans lequel on vit, et qu'on entend tous les jours ce qu'on entend, et qu'on se dit qu'on est au bord de quelque chose, mais on ne sait pas quoi, et à la fois c'est vraiment inquiétant, et que les choix qui sont faits au fur et à mesure sont évidemment tous au contraire de ce qu'on imagine qu'il faudrait faire. Bon, alors oui, on est devant quelque chose, un gros basculement, et je crois que c'était ça aussi, l'histoire des territoires qui se redéfinissent dans le texte, et qui ne sont pas les États-nations, mais qui sont autre chose. Ouais. Ça, oui, c'est venu, en tout cas c'est venu spontanément, ça n'a pas été... Parce que moi je trouvais que d'emblée, enfin, les premières discussions entre alors ce qui chez Shakespeare aurait été les courtisans, mais qui ont ou les grands nobles d'Angleterre, mais qui en fait ici sont les compagnons de route de Lear, ces vieilles relations d'affaires, les gens qui se sont enrichis avec lui, enfin tous ces gens-là. Il y a justement un travail très subtil pour que les distinctions, notamment en termes de fidélité, d'éthique, de valeurs, qui irrigue le Roi Lear tout le long, même si effectivement tout le monde se plante, et là aussi assez largement. Mais il y a vraiment d'arriver à faire un tissu de vieux requins d'affaires, mais où il y en a quand même qui sont un peu moins requins que les autres, qui ont quand même un petit quelque chose qui reste. Et je trouve que c'est fait avec beaucoup de finesse, parce que ça apparaît peu à peu, y compris avec les personnages qui sont doubles, que ça soit Edgar, ou Gluck. Gloucester, c'est Gluck, c'est son petit nom familier dans... Donc oui, c'était pas vraiment une question, pardon. Excusez-moi. Mais c'est vrai, Marie, que tu es quand même très, que ce soit dans Cordelia ou dans tes écritures diverses, tu es quand même très touché par justement ce qui se passe, par cette rumeur-là, justement. Et tu travailles, tu écris beaucoup dessus. Il y a une question, parce que si c'est dans le titre, voilà, sans en faire l'objet central nécessairement du livre, parce que je pense que même si on a Cordelia, la guerre et les deux ensemble, c'est difficile de définir quel serait l'objet central de ce livre. Justement, il n'en a pas, et enfin, à mon avis, il n'en a pas vraiment un objet central, mais la guerre est omniprésente, elle irrigue la toile. Et donc, je me demandais quelle est la place exacte que vous avez voulu mettre justement à la guerre civile en particulier, dans le jeu politique qui irrigue tout le livre, et dans le drame intime, en fait, qui se produit aussi sous les yeux du lecteur. Parce que c'est pas non plus un livre de guerre. Non. Alors apparemment,
c'est la guerre, c'est une expression qui revient assez souvent. Je m'en étais pas rendu compte à ce point, mais c'est vrai qu'en reprenant, c'est la guerre commence souvent les paragraphes comme une affirmation en fait. Bon. Et affirmer ça, et après ça se déploie, et après quelque chose se déploie ou se développe, ou c'est pas, pour moi ça serait du côté de l'épique, de l'épopée, si elle est contemporaine et qu'après qu'elle veuille dire et toucher quelque chose du contemporain et du réel, évidemment, mais n'empêche qu'elle crée un espace d'écriture, un espace fabriqué. À partir du moment où on dit c'est la guerre, c'est un peu comme c'est la colère et après la colère d'Achille, ça va se suivre, on va suivre, ça s'ouvre en fait, ça s'ouvre, et puis toutes les catastrophes et tous les événements ont lieu à partir de ce constat-là, quoi. Voilà, c'est la guerre. Et après quoi? Et après, une fois que c'est la guerre, qu'est-ce qu'on met là? Comment on le construit? Bon, ça, c'est pour l'objet épique que ça crée sur dans l'objet texte, en fait. Mais après, oui, sans doute que c'est un texte qui veut, mais qui veut pas, qui fait parce que je peux pas faire autrement, parce que c'est comme ça, mais qui interroge ce qu'on vit aujourd'hui, oui, ça c'est sûr. Alors, mais qui pose pas de thèse, puisque la seule thèse qui est posée, c'est que chaque fois que quelqu'un a un peu raison, il se plante. Alors, c'est sûr que c'est pas un roman à thèse, voilà, pas du tout. Parce que sinon, ça serait un peu la catastrophe, quoi. Les personnages, ils sont dans quelque chose qui est complètement opaque à eux-mêmes. Ils savent pas. Mais plutôt alors, ils savent pas. Et quand ils parlent d'eux, ils essaient des choses. Mais ils n'ont pas un savoir sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils vont mener. Personne, en fait. Donc j'ai trouvé aussi que sur justement cet usage de la guerre, et la formule c'est la guerre est assez emblématique, mais c'est pas la seule, il y a une sorte, je sais pas si c'est de l'ironie, moi ça m'apparaît comme une forme d'ironie, mais je suis pas sûr que ce soit ça, où en fait une bonne partie de ces gens vont utiliser c'est la guerre comme comme une métaphore, et notamment ceux qui sont du côté du business et de l'économie. C'est la guerre, c'est la formule qui permet un peu de justifier justement tout et n'importe quoi, parce que c'est la guerre économique. On pourrait dire que c'est la crise. Voilà, c'est exactement ça. Au nom de cette métaphore guerrière, on peut finalement justifier le déploiement de son avidité personnelle de façon complètement inarrêtable. Et en même temps, assez rapidement, ces gens, justement, sont confrontés à la vraie guerre, à celle qui est plus du tout métaphorique, celle où il y a vraiment des gens avec des armes et puis des gens qui meurent, et cette fois plus simplement par image, ils meurent vraiment. Et je trouvais que cette rencontre et ce choc et donc ce désarroi de gens qui apparaissent au départ comme qui devraient gagner normalement, et en fait ils ne vont pas parvenir à gagner justement, même s'il n'y a pas vraiment de gagnant. Non, il y a ça. Dans notre camp, on ne gagne pas non plus, en fait. Mais j'ai trouvé que cette façon d'utiliser la guerre pour montrer justement son faux potentiel métaphorique et son côté justification de tout et n'importe quoi était aussi un des fils que j'ai trouvé très fort en fait tout au long jusqu'à la fin quasiment. C'était pas non plus une question. Il y a quelque chose quand même, je suis désolé, il y a un truc, c'est que en fait, comme on parle beaucoup du roi Lear, quand on pense à la guerre, on pense tout de suite à la guerre que mène Cordelia en fait, pour pas remettre son père à sa place, mais en tout cas pour éviter qu'il dorme dehors. Sauf qu'en fait, ce que met beaucoup Marie en place, c'est la guerre générale, au sens où c'est la guerre nord-sud, c'est la guerre quotidienne, mais qui est sourde, qui embarque tout, mais qui n'est pas marquée par des conflits visibles en fait. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait derrière il y a une espèce de faux métaphorique de c'est la guerre, Cordelia, femme soldat, etc. Mais elle s'en fout, elle veut juste retrouver son père. Et derrière elle, il y a toute une armée de nu-pieds, de gens qui sont poussés par des motifs complètement différents.
Et en fait, c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, elle est partout. Elle est à la fois dans le principe qu'on voit au début, enfin, dans cette espèce d'image de roi Lear, elle est dans toute la configuration géopolitique, stratégique du lieu, et elle devient aussi, du coup, dans la langue. Dès le début, elle dépasse le roi Lear, en fait. Cette guerre, non? Soit un peu en deçà, soit au-delà. Oui. Oui, puis, c'est ça. Et puis le fait de l'avoir effectivement, enfin d'avoir mis plus en avant l'aspect guerre civile, enfin l'aspect, guerre de, pas de tous contre tous, mais effectivement des gens qui sont avec des caddies et des hardes devant les francs-prix, d'autres qui sont dans la file de Pôle emploi, et puis c'est tout ça qui cristallise et puis qui fait aussi la guerre, quoi. J'ai pas lu, excusez-moi, j'aime pas ça de parler d'un livre que j'ai pas lu, mais je vais le lire bientôt. Mais je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est en train de s'enfermer dans la sémiotique au sens barthien du terme, mais c'est pas le but du truc. C'est la guerre pose un cadre général qui s'appelle C'est la guerre. Et dans ce cadre général se passe une histoire humaine entre des humains. Et j'aimerais plutôt entendre parler de cette histoire-là que du cadre général, parce que qu'il soit C'est la guerre, ou qu'il soit policier, ou qu'il soit de Shakespeare et le roi Lear, au fond, peu importe, ce ne sont que des cadres qui indiquent un peu le sens des significations possibles, mais ça ne peut être que ça. Oui, c'est ça, un cadre, ce qu'on disait tout à l'heure avec le cadre épique, voilà, c'est un cadre, et après... il peut y avoir plusieurs variations. Ça peut être compris dans tous les pays du monde. Ah oui. Quand on dit c'est la guerre, au Burkina Faso aujourd'hui, ou machin, ou ailleurs, ou machin, bon, ça peut être la guerre. Maintenant, comme toi tu l'as lu, je voudrais que tu nous parles mieux de son écriture elle-même. Ça, l'écriture, on va y venir, mais en revanche, moi je ne crois pas que le cadre soit neutre. Je pense que c'est pas juste un cadre et un tableau posé, que le fait que ça soit un cadre de guerre civile où il y a effectivement des puissants et des pas du tout puissants, et que là-dedans tout le monde perd, je pense que c'est pas du tout neutre, que c'est pas du tout pour y raconter une histoire uniquement de personnes, même si bien entendu il y a les deux. Je pense que, pour paraphraser, enfin des choses que vous connaissez tous, que là l'intime et le politique sont monstrueusement liés. Et donc voilà, je pense que ce cadre il a quand même une importance, je tiens à le dire. Et après, l'histoire elle-même, moi en tout cas, je ne pensais pas la raconter, parce que je pense que c'est dommage. On la vit, on la découvre au fur et à mesure justement que les éléments se mettent en place. Je ne saurais pas la raconter. Non mais il y a évidemment plusieurs, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs, il y a plusieurs histoires de personnes, parce que ces fils thématiques ou qui appartiennent à un genre littéraire, même s'ils sont entrecroisés de façon extrêmement fine, ils racontent quand même plusieurs histoires. Chacun des protagonistes, dont on sait, parce que Marie nous l'a dit, qu'il n'y aura pas de grand vainqueur, vivent tous des histoires extrêmement fortes ou se perdent dans les limbes justement de cette situation complètement hors contrôle par qui que ce soit. Et donc ça fait des histoires absolument poignantes. Mais celles-là, moi je ne vais pas les raconter, je pense qu'il faut les découvrir, parce que justement il y a aussi des éléments de surprise, il y a des éléments de suspense, et s'il y a bien un truc qu'on a horreur de faire dans cette librairie, quel que soit le texte, c'est de gâcher les éléments de suspense pour le lecteur, donc on ne le fera pas. Je veux un défi qui compte les deux, de pouvoir raconter l'histoire. Surtout Marie Puisse ou Corélien et moi puissions le faire. Non, j'aurais plus aimé entendre, enfin vous qui la connaissez apparemment mieux que moi, entendre quelle est la particularité de la musique, peut-être musique qu'elle chante. On va y venir juste après le deuxième extrait en fait. Alors, comme tu parlais de l'emploi, la maison de l'emploi pour tous, un passage là-dessus. Sur les parvis des maisons de l'emploi pour tous, c'est chaque jour de chaque semaine qu'on tente les immolations. On entre en immolation après qu'on est entré en pauvreté avec élan de poursuivre jusqu'aux enfers la pauvreté. On va vous les enlever les 600 € pour l'entourloupe d'avoir reçu les allocations chômage alors que vous travailliez. 600 € que vous n'avez pas déclaré. Ce nom variable-là, n'avez pas déclaré, s'appelle fraude aux acédiques et nous poursuivrons fraude aux acédiques. En face, petit sourire, Pépa de mine. On se retire de la maison de l'emploi pour tous, s'organise, premier mail, deuxième mail, troisième mail, je prendrai feu, ferai le feu. Les milices anti-incendiaires sont composées de privés sans emploi qui, à la maison de l'emploi pour tous, revêtent le costume et tentent de repérer les malheureux qui. On inonde les parvis, ça miroite un moment, c'est assez beau sous les lumières de Mars. C'est un boulot tranquille en fait. Le garçon à la joue balafrée, on ne l'a pas revu depuis les clochards aux cloches des églises. Tu as demandé à Carrefour Market, au jeune gars qui fait le vigile et discute avec les caissières.
Il voit qui tu veux dire, mais non, il n'a revu personne, même pas les deux gros, les Falstaff. Le dernier dormait sur un lit improvisé des cagettes et en guise d'oreiller, un sac Carrefour, en face, sous le porche de la HSBC. Mais là, t'as vu, ils ont planté un pylône et depuis... Et je pensais peut-être aller au passage que j'ai évoqué tout à l'heure avec la rumeur, hein, etc. Mise en examen juridiquement infondée, réagit son avocat. Réquisitoire supplétif visant des faits nouveaux. Cheville ouvrière de l'arbitrage. 405 millions d'euros accordés à de 3 des 4 personnes ayant participé à la prise d'otage. Documents découverts dans le véhicule à proximité des cadavres. Gros volume de CO2 dans des formations géologiques profondes. Limiter la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Empêcher la surchauffe de la planète. PNAS établit un possible lien de cause à effet entre injection de gaz dans un champ pétrolifère et déclenchement de secousses sismiques de relativement forte magnitude et limiter la empêcher surchauffe. Ancien rebelle angolais importateur de voitures de luxe. PDG Renault, rémunération en hausse. La note de France dégradée, mais ça ne veut rien dire. 67 ans. 75 ans, l'âge 2. Diffusion des demandes de données, notes dégradées, ce n'est pas un fait économique. Prévoit 1300 suppressions de postes dans le cadre du programme d'économie. Prévoit 900 suppressions de postes. Prévoit suppression de DSM et des millions de troubles reconnus maladie mentale. DSM est les mots pour le dire. D'impuissance, qui ne font aucun territoire. T'as même pas l'image, déjà que les phrases... La colère est une maladie mentale, la tristesse aussi, pas une fichue action derrière un fichu geste. Reprise, relance, défaite, déception, taux d'emprunt 0. Tu vas voir que bientôt je vais payer pour aller bosser. Un peu de silence, putain silence, les forêts sont calmes. Vieux renard de la finance pris en charge par son gendre, ses filles et le fils de son associé. Le gouvernement se félicite que ses troupes aient fait le boulot et cible vers le nord les terroristes qui... Le gouvernement se félicite, le gouvernement se félicite de l'action du GPU dans les zones hors contrôle, bordant la frontière et remplies de terroristes qu'on reconnaît à leurs haillons et aux ours qu'ils dépaissent. Cercle infernal, Zou, Durruti balance le poste radio. Je pense que ces deux extraits, tu vois, justement, qui sont assez différents, montre bien, voilà, là on va parler d'écriture, à quel point on est dans quelque chose que moi je trouve qui semble très naturel et qui est extrêmement sophistiqué. C'est qu'il y a vraiment je trouve un art de l'ellipse qui est pratiqué. Alors d'une part, il faut avoir en tête que le Roi Lear à l'origine c'est une pièce de théâtre, donc la question des voix en fait se résout automatiquement, je dirais, ou pas, mais là en revanche on est bien dans un roman et il y a un narrateur, des narrateurs, il n'y a pas toujours de prise en compte à la première personne. Donc cette question en fait de voix discordantes et en même temps d'homogénéité est présente tout le long. Et une chose qui est frappante, moi, ça m'est venu au bout de quelques centaines de pages, c'est de réaliser que finalement tous ces acteurs utilisent beaucoup l'art de l'ellipse. Et donc on l'a entendu, il y a les gens qui, et on ne va pas se donner la peine de préciser quoi, avec le contexte c'est évident. Soit c'est évident parce que c'est un cliché journalistique qui est complètement ressassé, comme quand on entend dans le bruit de fond du deuxième extrait, des questions de frappe aérienne sur les terroristes au nord. C'est même pas la peine de préciser la fin de la phrase, tout le monde la connaît, on l'a entendu 100 000 fois. Et en revanche, quand on est dans des contextes beaucoup plus ramassés, on a quand même des gens, c'est ça que je trouvais étonnant, quelle que soit leur position, ceux qui sont les riches et les puissants, ils coupent leur phrase parce que le temps c'est de l'argent, on va pas perdre le temps d'explication, c'est évident. Les policiers, le temps c'est pas de l'argent, mais le temps c'est la chance peut-être de faire leur boulot et de résoudre l'enquête, même si c'est mal engagé, quoi. Les pauvres, ceux qui effectivement rôdent avant de s'immoler aux alentours de la maison de l'emploi pour tous, ils finissent pas leur phrase parce qu'ils sont épuisés. Le langage, il a perdu toute force, ils sont crevés tous. Mais donc il y a beaucoup de gens qui finissent pas leur phrase dans ce roman. Et je trouve que c'est fantastique parce que c'est évidemment pas pour les mêmes raisons, mais ça crée. Et alors là, c'est à ça que je voulais en venir, parce qu'il y a un vrai paradoxe, je trouve, c'est que ça crée une complicité incroyable avec le lecteur, parce que là, on a effectivement ces romans trop rares où toute la bouillie n'est pas prémâchée pour que le lecteur n'ait plus qu'à la digérer directement. Il y a un petit peu de travail qui reste, parce que malgré tout, il faut dans sa tête les finir, ces phrases. Et c'est pas sûr que chaque lecteur va la finir de la même façon, parce qu'on n'a pas exactement justement les mêmes lectures, les mêmes backgrounds, et même les mêmes journaux, les mêmes radios qu'on écoute. Et donc je me demandais cette part de recherche, une écriture qui réussit à ce point à forcer la complicité avec le lecteur,
Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce qu'il y a eu vraiment un travail sur trouver la langue qu'il fallait pour raconter ça? De parler un peu plus d'écriture, en effet. Eh ben, alors, il y a ça, les phrases que les protagonistes n'arrivent pas à finir, mais quelquefois même le narrateur, la narratrice, qui finit pas les... Mais aussi, il me semble que c'est peut-être du même ordre, mais je ne sais pas, le passage d'un narrateur à un autre. Quelquefois, il y a 2 points comme au théâtre, comme si quelqu'un va prendre la parole et puis hop, la phrase qui arrive, donc on sait qui parle. Mais quelquefois, ça va être cette même personne qui parle et quelqu'un d'autre dans la phrase d'après. Et c'est parfois peut-être pas évident au premier abord que ça a changé de narrateur, mais très vite, quand même, on peut s'en rendre compte. Et puis si on s'en rend pas compte, enfin, j'espère en tout cas que c'est pas bien grave. Mais en fait, du coup, ça fait un mélange en fait de voix, comme comment on pourrait dire, plusieurs voix qui se mêlent. Et en effet, quelque chose. Alors, je m'étais pas dit, tiens, c'est parce que ça vient du théâtre et que le roi Lear c'est du théâtre, etc. Et, mais que la voix et la présence du lien avec celui qui écoute ou qui lit ou qui entend le texte soit rétabli, en effet ça c'est du théâtre. Enfin, ça repart à cette source-là en fait, de la présence de l'autre qui entend ou qui lit en fait. Et autre chose aussi, c'est que les personnages qui mènent l'enquête, donc ils n'en savent rien bien sûr, mais moi non plus, puisque en fait les éléments sont posés au début, même assez jusqu'à la moitié à peu près du texte, sans que je sache comment ça va se terminer. Et après, il me faut bien aussi, comme les personnages qui enquêtent, aller chercher les indices pour trouver des hypothèses qui tiennent la route. Et ça aussi, sans doute que ça crée une complicité, parce que on est tous embarqués en fait. Les personnages, le narrateur-auteur, et puis aussi éventuellement le lecteur. Dans la même, Mais c'est clair que sur cette partie d'enquête policière, enfin qui est présente tout le long, hein, mais qui est présente aussi par éclipse. Hein, elle n'est pas sur le devant de la scène en permanence, l'enquête policière. Mais il y a eu plusieurs moments où effectivement, je pense que les enquêteurs sont perdus. Vraiment, ils l'avouent. Et le lecteur, s'il est honnête, s'avoue aussi qu'il est complètement perdu. Enfin, lui non plus, il ne sait plus. Mais pourquoi il y a eu ça et comment ça se fait qu'il y a ça. Et ce qui est énorme, c'est qu'on pourrait se dire, bon, bah, c'est une mécanique en fait d'écriture débridée, et puis après tout, l'important n'est pas l'enquête policière. Et en fait, non. Moi, je peux vous garantir que dans les 40 dernières pages, tout se met à converger. Et là, c'est incroyable, parce qu'on est limite de plus y croire. On se dit, bah non, cette enquête, de toute façon, personne n'arrivera jamais à la résoudre. Et en fait, si, ça converge et ça marche, et à la fin, toutes les pièces tombent. Et donc, même si c'est pas le but peut-être principal, s'il y a un but principal de ce roman, mais en plus, c'est une enquête policière qui fonctionne, où les enquêteurs, après pas mal de péripéties en fait et de soucis personnels, réussissent malgré tout à remplir leur contrat à eux d'enquêteurs en fait, initiés dans les toutes premières pages du roman. Et c'est beau. Enfin, moi j'aime ça. Même s'il y a beaucoup d'échecs dans ce roman. Enfin, beaucoup de gens qui échouent, mais qu'il y a les petites bribes de réussite sympathiques qu'il peut y avoir, c'est bon à prendre. Et puis il y a quand même un contrat de lecture aussi. Enfin, c'est que là, évidemment, c'est pas facile, c'est pas un livre facile à lire, Cordelia. Mais bon, comment dire, c'est comme des vagues, quoi. C'est-à-dire que on monte, on se perd de plus en plus, et ensuite on redescend et on repart sur un pied de réalité, en fait. À chaque fois, on fait le point, hein. Voilà, tu nous rattrapes. Allez, hop, on en est où? Alors, il y a eu ça. On ne roule pas sur 350 pages, quoi. On monte et on descend. Moi, c'est une question que c'est la mienne, c'est la dernière en tout cas que j'ai, mais qui est très liée à ça. C'est cette façon dont c'est un roman réaliste contemporain par plein d'aspects, et pourtant il arrive à nous véhiculer tout le long par une espèce de magie justement de l'écriture, un sentiment d'irréalité. C'est-à-dire que ça flotte, on se dit non mais on pourrait après tout être dans un roman fantastique par certains aspects. Et donc du coup, je me dis, alors bon, c'est sans doute pas par hasard, mais là peut-être que Logre pourrait nous en dire quelques mots, parce que comme dans le credo éditorial de Logre, il y a cette notion d'irréalité, qu'on retrouve dans ce que vous indiquiez à l'instant sur la façon dont parfois
le changement de narrateur est explicite et direct, parfois il est plus insensible. On retrouve des choses qui faisaient une des forces, pas du tout la seule loin de là, mais de quelques rides de Fabien Clouette. Et donc on sent bien qu'il y a quelque chose, quand les éditions de Log proposent un texte, il va y avoir des résonances. Donc sur cette notion de réalité et irréalité, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'en pensent les éditeurs? Moi, j'avais envie de... j'avais envie, j'avais besoin, que dans chacune des scènes, parce que le texte il est découpé en 3 grandes parties, et chaque grande partie est découpée elle-même en 10 petites parties, donc c'est un peu construit, comme ça, on a l'impression que c'est un peu construit, et j'avais envie que dans chacune des séquences, comme ça, de chapitres, il se passe quelque chose, mais alors pas forcément quelque chose de fantastique, mais quelque chose qui se passe, comme une aventure, enfin. Alors il peut y avoir une fille qui arrive, qui débarque dans la forêt, on ne sait pas très bien d'où elle vient, et brusquement, parce qu'elle voit quelque chose, elle a les cheveux qui se prennent feu. Ça arrive. Je m'atteste. Ça arrive. Ça n'arrive jamais dans la réalité. Et il y a une scène aussi où un policier, un inspecteur, un des enquêteurs, se transforme en très vieille dame. Et alors bon. Mais ça m'a dérouté la première fois. Ça arrive, ça aussi, ça arrive dans le château dans le ciel, je crois. Non, oui. Non, je sais plus. Enfin non, mais ça arrive, ça arrive. Oui. Alors peut-être qu'il y a une hallucination, mais peut-être pas. Voilà. Donc en fait, je ne dis pas que j'avais envie qu'à chaque fois il y ait un truc de cet ordre-là, mais qu'il y ait un plaisir en fait pour moi d'écriture. Je parle même pas après du plaisir de lecture, je parle juste du plaisir d'écriture, que à chaque jour, à ce moment-là, quand je suis à mon bureau, qu'il se passe quelque chose, quoi. Qu'il se passe quelque chose. Et ça, j'avais envie. Moi, j'aimerais rajouter, si on parle de cohérence avec l'ogre, qu'il y a une sorte de... on va pas dans cette direction-là généralement, mais il y a presque faire un jeu de mots presque, mais de troubles dans le genre. Quand on est en train de nous parler du contemporain, avec une langue poétique, avec un écho à Shakespeare, et en même temps, on a produit des éléments fantastiques. Alors, est-ce que c'est vraiment fantastique? Et en fait, ça nous fait dire que tout ça nous parle de la même chose, que tout ça nous parle de nous. Quel que soit le cadre, qu'on soit dans le polar, qu'on soit dans le fantastique, qu'on soit dans la poésie contemporaine ou qu'on soit dans du Shakespeare, on nous parle de la même chose en fait. Je suis bien d'accord. Merci. Ça c'est le premier truc qui est très important pour la fiction, enfin en tout cas pour moi, c'est que peu importe la manière. Et le deuxième truc, je l'ai plus. Mais après avoir dit un énorme truc au début, c'est normal que ça ne vienne plus derrière, mais c'est énorme ce que tu as dit. C'est énorme. Pour revenir, je veux dire un tout petit mot pour revenir à notre petit débat autour de ce livre que je n'ai toujours pas lu, et dont parle si bien Hugues. Voilà. Je disais à mon ami Philippe tout à l'heure dans le creux de l'oreille, les codes ne sont pas lisibles. En ce moment, j'essaie d'apprendre à me servir d'un logiciel informatique très compliqué, et donc ils m'apprennent les trucs visibles, et ensuite ils me donnent les codes qui en dessous. Les codes du polar ne sont pas dans le polar, évidemment. Alors, les gens pensent que le code du polar, c'est l'inspecteur Marlowe, machin, avec son cigare et sa cigarette, dans les rues de San Francisco et tout ça. C'est pas des codes, ça c'est du décor. Le code de Marlowe, il est dans Shakespeare. Bien entendu, beaucoup de pièces de Shakespeare ont servi de cadre et de trame à des polars de tout pays. C'est presque dans l'ADN de Shakespeare, mais évidemment, on prend là, on le déplace dans le temps et dans l'espace et on le met dans un autre truc, et c'est un gars qui écrit un truc sur la guerre au Congo, et on a l'impression que ça n'a plus le même sens. Mais j'ai vu un film que j'espère que vous avez vu à l'époque, un film de Akira Kurosawa qui s'appelle Ran, qui a été primé moult fois. Eh bien, Ran, c'est l'adaptation japonaise au temps des samouraïs du Roi Lear. Il l'a dit, Kurosawa, dans moult interviews. Il a dit, tous mes films, c'est l'adaptation de Shakespeare. Il n'a fait que adapter Shakespeare dans tout, pour le rendre digestible pour des Japonais.
Voilà, ça j'ai fini ma petite incise. Moi, en revanche, tout à l'heure, le premier texte sur Cordélia, qui court dans la forêt avec ses pieds qui puent, dans ses cheveux, et ben j'ai pensé à l'Ophélie de Rimbaud. Ça m'a fait penser, mais ça m'a fait penser à l'Ophélie de Rimbaud. Et pour ça, merci. Et donc, sur l'irréalité et le fantastique dans Cordélia, en fait, il y a ces histoires dont Marie parlait, mais il y a aussi quand même, dans le fond, lentement, un décor, une langue qui se décompose, dont on sait pas très bien si c'est la guerre, c'est pas comment la guerre, parce qu'il y a la géographie aussi qui se modifie. On est une ville traversée par un fleuve qui, au fil du roman, change de couleur, grossit, finit par monter les étages, etc. Au final, l'enquête, elle se déroule au troisième étage des appartements, parce que les deux étages sont sous l'eau et on y accède par barque, etc. Donc en fait, il y a quand même tout l'environnement, il y a non seulement les gens, mais aussi les lieux devient un peu fantastique. Et la langue incarne beaucoup ça. Et je pense que c'est ça qui nous touche beaucoup avec Aurélien. Il y a ces motifs-là, comme disait Aurélien, qui jaillissent, mais qui jaillissent pas parce que c'est Shakespeare, pas parce que mais parce que c'est une fiction et qui jaillissent naturellement, en fait, quasiment, dans les histoires. Mais il y a aussi cette langue qui, parce qu'elle déconstruit, se stratifie, fait circuler la subjectivité bien différente, etc., nous pousse à considérer les choses autrement et à créer un autre rapport au réel, un autre niveau de réel, en fait. Et qu'on nous parle de Shakespeare, qu'on nous parle du réel, finalement, quel est le meilleur moyen de nous faire sentir la dimension politique de ce qui se passe, ou de la langue, que la dérivation, que finalement, pas prendre par la main et nous pointer du doigt, regarde ça, c'est ce qui se passe, c'est la guerre, mais au contraire, passer par d'autres histoires pour nous ramener toujours en fait au bruit, à la rumeur qu'on entend. Ah mais on y est. C'est cette irréalité-là qui est très belle dans Cordélia. Du coup, par rapport à la rumeur, j'ai porté un petit extrait d'Ovide, en fait. Oui, sur la rumeur. Une dernière question qu'on voulait poser à Marie, qui était effectivement, Marie, elle, donc Hugues l'a dit, non seulement elle a une œuvre importante de création, mais en plus elle est traductrice et elle écrit des blogs, sur des blogs, enfin des écrits, ce sont des formes différentes, ce sont des billets un peu plus soit politiques, soit en tout cas quotidiens, on va dire. Et il y a une question qui nous venait spontanément avec Aurélien, qui était le rapport que ces langues tissent entre elles et la manière dont elles s'irriguent. Et que forcément ça a un lien. Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est une manière de raconter le politique, finalement de traduire Ovide, ou d'écrire sur le blog, ou d'écrire Cordélia? Est-ce que tout ça c'est pas la même chose? Et comme on en parlait toujours dans le vide, on voulait donner à lire justement une traduction. En fait, oui, c'est juste le passage, quand tu as parlé de la rumeur, ce passage-là, c'est au livre 11 des Métamorphoses, et c'est l'endroit où se fabriquent les histoires. C'est l'endroit où se fabriquent les histoires. Et c'est au milieu du monde, il est un lieu entre terre, mer et plage du ciel, frontière du monde triple, d'où l'on voit ce qui est partout, même loin des régions, où toute voix pénètre dans les oreilles creuses. La rumeur y vit. Elle s'est choisie une maison sur les hauteurs, avec d'innombrables accès, 1000 ouvertures sur les toits, aucune porte pour fermer l'entrée. De nuit, de jour, la maison est ouverte. Elle est tout entière de bronze sonnant. Tout entière elle vibre, renvoie les paroles et répète ce qu'elle entend. Aucun repos, aucun silence en aucun lieu. Ce n'est pas du bruit, mais un murmure de petites voix, comme celui des vagues de la mer si on les écoute de loin, comme le son quand Jupiter fait claquer les nuages noirs des derniers grondements du tonnerre. La foule vit dans l'entrée. On y va, on y vient, peuple léger. Des inventions mêlées de vérité y flânent, des milliers de rumeurs, des paroles confuses y roulent, comblent de leur discours des oreilles vides, colportent les récits, et la taille du mensonge croît. Un nouvel auteur ajoute quelque chose à ce qu'il a entendu. Ici sont la crédulité, l'erreur sans scrupule, la joie vaine, les terreurs d'épouvante, la jeune révolte et les murmures dont on ignore l'auteur. Tout ce qui se passe dans le ciel, sur la mer, sur la terre, la rumeur le voit, elle mène l'enquête dans le monde entier. ça collait assez bien. Je trouve que finir Cordélia la guerre sur Ovide, c'est quand même particulièrement magnifique. Donc vraiment merci beaucoup. Ouais, merci. N'hésitez pas ensuite donc en
faisant dédicacer par centaines ce livre à Marie, à lui poser des questions plus spécifiques que vous voudriez en profitant de sa présence. Et n'hésitez pas, donc on va regarnir en fait le buffet qui s'est un peu dégarni et à continuer donc en buvant un verre ou autre. En tout cas, vraiment merci beaucoup à Marie Cossenet, merci aux éditions de l'Ogre pour ce roman quoi, qui est vraiment, je pense, un roman marquant.